Merci de choisir Mikouba Télévision, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Invité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler politique avec notamment la décision de la Cour constitutionnelle qui analysait sur la loi référendaire. Et là, le chef de l'État a finalement décidé de renvoyer cette loi référendaire au Parlement pour une seconde lecture. Quels sont les enjeux? On va en savoir plus tout à l'heure dans cette émission Invité du jour. Et ce sera avec un haut cadre de l'UDPS en la personne de M. Blanchard Kaoumba, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Ephraim. C'est un plaisir vraiment d'être encore parmi nous, parmi vous et parmi les auditeurs pour qu'on puisse discuter de la politique de notre pays. Et nous saluons tous les téléspectateurs. D'accord. Alors, avec vous, nous allons échanger autour de cette question. Donc, le renvoi de la loi référendaire au Parlement pour une seconde lecture. Alors, on va commencer. Que signifie pour vous concrètement le renvoi de la loi référendaire au Parlement pour une seconde lecture? Cela veut dire quoi concrètement? En tout cas, merci beaucoup pour la pertinence de la question et aussi du sujet. Je crois que c'est dans les habitudes juridiques, comme on peut le dire, puisque quand vous lisez l'article 137 de la Constitution, on dit au cas où le président trouve qu'il n'est pas satisfait par la loi, avant sa promulgation, il peut renvoyer au Parlement pour la seconde lecture. Quand cela ne tient, il y a eu déjà une loi qui a été adoptée par les deux chambres, d'ailleurs en des termes identiques. Alors le président, comme c'est une loi organique, le président est soumis à envoyer cette loi pour le contrôle de la conformité. Est-ce que cette loi est-elle conforme à la Constitution? Alors c'est dans ce sens-là qu'il a envoyé cette loi et la Cour constitutionnelle, ayant lu la loi, il a trouvé que la loi était adoptée en des termes un peu vagues, des termes qui avaient un sens un peu large. Alors ce qui pouvait créer de l'ambiguïté quant à son interprétation. C'est ainsi que, en lisant la loi en général, il a compris que la loi était conforme à la Constitution, mais il y avait certains points qui posaient un peu d'ambiguïté. C'est ainsi qu'elle a reformulé pour qu'on ne puisse pas se détourner de l'interprétation. C'est ainsi qu'elle a émis 13 réserves sur 13 articles de la Constitution. Alors, lorsqu'elle a mis des réserves, c'est pour ne pas dire... on ne peut pas confondre la réserve avec l'inconstitutionnalité de la loi. La loi est constitutionnelle, elle ne viole pas la Constitution, mais il y a certaines réserves, et ces réserves-là, on a envoyé au président. Donc, le président avait deux choix qui s'étaient imposés devant lui. Le premier choix, c'était d'adopter, de promulguer la loi avec les réserves, c'est-à-dire les réserves devraient être mises en annexe de la loi. Au cas où on devrait appliquer la loi, elle devrait avoir l'interprétation telle que la Cour a fait. Et le président a compris que ça ne valait pas la peine de mettre une loi comme ça. Il l'a envoyé au Parlement pour la seconde lecture, afin qu'on puisse adopter la loi avec de nouveaux termes adoptés par la Cour constitutionnelle pour que la loi soit beaucoup plus claire et qu'il puisse renforcer la sécurité juridique. C'est dans ce sens-là que le président a renvoyé cette loi à la Cour constitutionnelle. Et pour la gouverne de nos téléspectateurs, quels sont les points, ou encore un résumé, quels sont les points principaux qui pourront être réexaminés par le Parlement? Il y a 13 articles qui ont été interprétés, comme on peut le dire dans le jargon, très facile, qui ont été adoptés. Et puis dans le 13 là, il y a des questions, parce que c'est dans un domaine où purement il y a une discussion entre les constitutionnalistes. Il y a ceux qui disent que non, la souveraineté n'émane pas totalement de la population. La population n'a pas la souveraineté absolue. Donc cette souveraineté-là doit être conditionnée par certains principes, certaines réserves, certaines conditions. Et les autres disent non, la population c'est comme Dieu. Dieu fait ce que bon lui semble. Donc c'est dans ce terme-là des conflits ou des discussions juridiques qu'on a eu à vouloir spécifier et éclairer l'opinion pour qu'on ne puisse pas tomber encore si bas dans l'interprétation, parce que nous devons savoir que la loi elle n'est pas adoptée seulement pour Tshisekedi. C'est une loi qui restera dans les annales juridiques de la République démocratique du Congo, donc qui sera d'application même après 100 ans. Comme aujourd'hui nous avons le code pénal
pénal qui a été adoptée depuis les années 1930 quelques ou 1950 quelques. Et elle continue d'être appliquée jusqu'aujourd'hui. On continue d'appliquer le code pénal jusqu'aujourd'hui. De même aussi avec la loi référendaire, elle doit être appliquée pour ne pas créer des conflits à la génération future, pour ne pas créer de l'ambiguïté dans la génération future. On a voulu adopter cette loi. Mais qu'à cela ne tienne, la population est comme Dieu. La population peut faire ce que bon lui semble. Surtout que la Constitution, même l'actuelle Constitution, dit tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement. Donc le peuple a aussi le droit de faire quoi? D'exercer son pouvoir. Si nous prenons par exemple l'exemple de 2011, il y a eu une révision constitutionnelle dans ces pays. Or, quand vous lisez l'article 218 de la Constitution, on vous dit que la révision constitutionnelle n'est effective que lorsqu'elle est soumise au référendum. Et lorsqu'il n'y avait pas de loi référendaire, c'était difficile qu'on puisse passer par le référendum, puisqu'on ne savait pas qui devait convoquer le référendum. Le référendum devait se passer comment, quelle était la procédure. Il y avait des vides juridiques. Donc, bref, c'est cet outil-là qui va permettre à ce qu'on soit précisé. Ouais. Maintenant, par rapport aux enjeux de l'heure, il y a notamment des pourparlers, il y a notamment le dialogue qui est en vue, et il y a eu notamment l'ultimatum donné par l'opposition au chef de l'État jusqu'au 15 de ce mois, pour que le chef de l'État puisse convoquer finalement le dialogue. Il ne l'a pas convoqué, mais au moins, cette loi n'a pas été non plus promulguée. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie d'apaisement ou encore c'est un recul politique face à la pression? Bon, un recul politique, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que le président va reculer. Pourquoi? L'opposition veut faire quoi? Pour apaiser la crise. C'est ce que je dis. L'opposition veut faire quoi? Veut mettre le pays au fait? Je ne pense pas. Si l'opposition sont l'office digne de ces pays, ils doivent aussi se conformer à la loi et surtout à la Constitution. Parce que le C64, pour eux, ils sont là pour barrer la route à Tshisekedi qui vient violer la Constitution. Je leur pose toujours la question de savoir, entre le dialogue, est-ce que le dialogue, y a-t-il un article de la Constitution qui donne à l'opposition le cutus de convoquer ou de demander le dialogue? C'est écrit dans la Constitution. Donc, il veut amener le président de la République à violer la Constitution, puisque le dialogue n'est même pas prévu dans la Constitution, n'est même pas constitutionnel. En plus, quelle est la crise? La crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la crise sécuritaire. C'est la prise d'une partie de notre territoire par les Rwandais. Et nous, les opposants... Qu'est-ce qui a rendu les Congolais fragiles? Ce n'est pas la division. C'est ce que je dis. La division, non, mais vous devez savoir que l'unanimité n'est pas de ce monde. Même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Il suffit d'avoir la majorité. Même Dieu n'a pas fait l'unanimité. C'est pourquoi Satan, en quittant le ciel, il a pris un quart des anges. C'est pour dire que Tshisekedi, il est ce qu'il est. C'est un homme, c'est un Congolais comme tous. Aujourd'hui, il a eu la chance de diriger la République démocratique du Congo. Mais nous ne pouvons pas détruire notre pays parce que Tshisekedi, on ne veut pas la tête de Tshisekedi. L'opposition unie du pouvoir, nous devons nous mettre tous ensemble, coaliser nos forces. L'ultimatum qu'il donne au président de la République, moi j'aurais souhaité qu'on donne ça à Kagame, qu'on donne ça à Kabila et Nanga, de quitter d'abord l'espace qu'ils ont occupé. Et à partir de ça, comment est-ce qu'ils peuvent se faire écouter face à ceux qui ont les armes? Maintenant, pourquoi ils savent que ceux qui ont les armes ne peuvent pas les écouter, mais ils veulent donner l'ultimatum au président? Parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le garant, mais quand ils disent, ils donnent, c'est-à-dire ils veulent faire le chantage au président de la République, ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer. Le président de la République reste le garant des bons fonctionnements des institutions. L'opposition n'est même pas une institution, donc elle n'a pas d'ultimatum ni de leçons morales à donner au président de la République. Par contre, ils doivent adapter. Mais au moins, l'opposition est reconnue dans ce pays. Oui, l'opposition est reconnue. D'ailleurs, la loi portant organisation et fonctionnement de l'opposition en République démocratique du Congo donne des obligations à cette opposition. C'est-à-dire, ils doivent se mêler, reformuler et des propositions à donner au gouvernement pour qu'on puisse très bien travailler. Mais ils n'ont jamais fait ça. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'opposer au projet de changer la Constitution. Ils voient un danger en cela. Ils pensent que cela va nous amener à la balkanisation, si pas à la soudanisation. C'est faux ce qu'ils disent. Par contre, ils craignent que lorsqu'on va changer la Constitution, le président de la République pourrait se représenter encore aux nouvelles élections si elles seront organisées. C'est ce qu'ils craignent. Ce n'est pas la balkanisation. S'ils craignaient la balkanisation, ils devraient commencer d'abord à défendre le pays. Il y a un adage swahili qui dit si les opposants étaient réellement sages et ils étaient réellement congolais, ils devraient d'abord penser à Koussémé à Moukini.
Il devait d'abord commencer à lutter pour que le Rwanda parte. Et lorsque le Rwanda partira, nous aurons toute l'intégrité de notre territoire. Et c'est à ce moment-là que nous devrons parler des élections, parler du changement de la constitution, parler de tout ce qui nous concerne. Mais aussi longtemps que le Rwanda nous menace de l'autre côté, ne veut pas quitter le pays, il menace de prendre une partie du territoire. Kabila ici qui prend la... Non, ils ne menacent pas, ils ont déjà pris. C'est ce que j'ai dit. Non, ils n'ont pas encore pris parce que nous allons les déloger, coûte que coûte. Bah, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons fait ce que la sagesse nous a dit. Lorsque vous voyez un serpent qui a envahi votre enfant, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le machette, vous allez taper, vous allez risquer de blesser même l'enfant. On a juste laissé à un moment donné, mais nous savons qu'à un moment donné, nous allons les déloger des grés ou des forces. Donc, les opposants doivent prendre le bon sens et l'éthique aussi politique, malgré qu'en politique, il n'y a pas d'éthique. Savoir que le pays est menacé, nous devons coaliser nos forces, nous devons être tous unis et soudés pour que nous puissions booster l'ennemi dehors. Je vous tiens au mot, vous dites que nous devons être tous unis et soudés. Comment devons-nous l'être sans passer par le dialogue, sans se parler? Parce que déjà, vous savez que l'opposition a toujours plaidé pour un dialogue, en fait, même pas plaidé, a toujours proposé qu'on aille au dialogue. Et le pouvoir que vous êtes, vous pensez que quand l'opposition demande le dialogue, c'est pour son intérêt, c'est pour sa survie politique. Et pourtant, c'est pour eux, selon eux, c'est juste pour préserver la paix et retrouver ce que vous venez de dire tantôt, que l'unité. Merci beaucoup. Moi, je crois que l'opposition n'a pas raison dans tout ce qui s'est dit. Prenez un exemple, vous êtes à la maison, vous vous chamaillez avec votre femme, puisque les discussions sont inhérentes, les bagarres, les discussions sont inhérentes à la vie quotidienne que nous sommes en train de mener. Et un voleur vient dans votre maison pour vous tuer, vous dites non, moi je ne ferme pas la porte, je n'appelle pas, je ne crie pas au secours, je reste calme puisque le mari ne m'a pas acheté le cabello, puisque papa ne m'a pas payé les jouets. Ça, c'est que le sens de quoi? Et pourtant, l'article 64 et 63 de la Constitution est clair. On dit quoi? Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Ça, c'est la Constitution. Allez-y maintenant à l'article 64. Que je finisse un peu. Okay. Ça, donc, qu'on le veuille ou pas, si on est patriote, on doit savoir que nous devons d'abord défendre. C'est ce que nous avons vu les Israélites faire plutôt. Pas plus tard qu'hier, le chef de l'État lui-même a reconnu qu'on ne peut pas développer un pays immense comme la RDC sans l'unité nationale. Oui, l'unité nationale, que veut dire l'unité nationale? Mais maintenant, je vous pose une petite question. Non, c'est moi qui pose les questions. Oui, bon, c'est pas vous, mais je pose, vous représentez ceux qui se disent en cours de route, je pose aussi à l'opposition aux autres là. Maintenant, lorsque nous allons faire le dialogue, c'est nécessairement le dialogue débouche par le partage des gâteaux, le partage du pouvoir. Maintenant, lorsque l'opposition sera, on va dialoguer dans l'unité, dans l'esprit d'être unis. Oui. On fait le dialogue. Après le dialogue, on se retrouve que Ebata Tanfopogno, Fayoulou, Katumbi, tous sont au gouvernement. Maintenant, quelle sera la part de l'opposition? Donc, il n'y aura plus d'opposition. Et ce gouvernement-là sera appelé comment? Alors, si je comprends bien, M. Blanchard, la crainte du pouvoir pour les dialogues, c'est de ne pas partager le pouvoir. On s'est dit qu'on va perdre le pouvoir. Et que la motivation de l'opposition aussi, c'est aboutir par avoir un poste. Nous n'avons pas la crainte de perdre le pouvoir puisque nous l'avons et nous allons le conserver le plus longtemps possible. Le problème est que, c'est ça la crainte. C'est ce que j'ai dit, nous voulons juste mettre à nu le projet de l'opposition pour dire que nous n'avons pas une opposition républicaine, une opposition patriotique, c'est une opposition et tout ce qu'ils font là, c'est juste pour leurs propres intérêts. Puisqu'aujourd'hui le pays est malade, le pays est menacé. Mais ces gens-là qui voient bien que le pays est menacé, et c'est tout le monde qui en parle, les Américains, les Français, tout le monde en parle dans tous les salons politiques nationaux et internationaux, on parle de l'agression rwandaise. Il n'y a que les opposants de la République démocratique du Congo qui ne voient pas ça comme ça. Il n'y a que eux qui veulent mettre du feu à Kinshasa, qui mettent des ultimatums au président de la République. C'est inconcevable. Je ne sais pas, vous vivez sur quelle planète, parce que l'opposition dont vous faites allusion, nous les entendons condamner cette guerre d'agression. Nous avons vu, lorsque le pouvoir, le régime avait reçu les M23 à Kinshasa, pendant que l'opposition a été critique par rapport à cette décision, le pouvoir, les militants de l'UDP, c'était le premier à chanter Yo Nani Oboyakagan, pour dire que, voilà, eux, ils avaient vu le mal de loin, ils avaient refusé, et vous êtes en pris à eux. Et pendant cette époque-là, si nous voulons remettre les choses en ordre, pendant cette époque-là, qui était en opposition? Fayoulou.
C'est Sanga, Katumbi au consort, parce que et Katumbi et les autres, on était avec eux dans le gouvernement Vous n'étiez d'Union pas avec Sacrée. Fayoul, vous n'étiez pas avec Sanga, Non, Sanga était déjà député, il était déjà député national, donc il était déjà dans les institutions. Ah, mais au moins, ils avaient dénoncé cela. C'est ce que j'ai dit, ils n'ont jamais dénoncé cela. Et puis, Fachi a d'où est venue la chanson Yonani Oboya Kagame. C'est ce que j'ai dit. Yonani, ce sont les militants, c'est la foule. On ne peut pas empêcher la foule à scander des chansons. Yonani Oboya Kagame, c'était à quelle occasion? C'était lorsqu'on avait invité Kagame, je crois, au funérail du fait Etienne Tshisekedi. C'est ainsi qu'on a dit Yonani Oboya Kagame. Et tout ça, on faisait quoi? On ne voulait qu'il les rapproche. Vous n'allez pas nier quand même la présence des M23 pendant près de 14 mois à Kinshasa, sous l'invitation des autorités de ces pays. Non, c'est faux. Par contre, les gens n'ont pas compris le discours du président de la République. Il a dit que les M23 étaient ici à Kinshasa. Et je vous pose la question. Le président de la République vous invite. Comment vous allez faire 14 mois sans être reçu? Si le président les avait reçus, il devrait brandir des photos avec Tshisekedi. S'il y avait des accords qui ont été signés avec le M23, ils les auraient déjà brandis. Donc, ils étaient partis. Parce que moi, je sais que lorsque le président de la République est venu et est entré au pouvoir, il a appelé à tous les groupes armés d'abandonner les hostilités et puis de revenir à de revenir à la raison et puis de soutenir le pays. C'est dans ce sens que le M23 aussi est parti à Kinshasa pour aller avec un cahier des charges. Et le président leur a dit, mais cahier des charges, pourquoi? Vous avez fait quoi? Vous êtes des groupes armés, mettez vos armes par terre. Et puis, si vous êtes politicien, engagez-vous dans la politique. Si vous êtes agriculteur, engagez-vous dans l'agriculture. Si vous êtes aussi militaire, vous vous engagez dans bonne et due forme dans l'armée. Plutôt que nous puissions passer par les négociations. C'est lorsqu'il a refusé de les recevoir qu'ils se sont rébellés. Et au moins, ils avaient été là sur l'invitation des autorités de ces pays. Bon, s'il y avait invitation, je ne sais pas, je ne connais pas et il n'y a aucune. Que vous n'êtes pas au courant. C'est ça que j'ai dit. Non, nous tous, nous avons suivi le point de presse. D'ailleurs, c'était sur une question d'un journaliste qui a été posée au président de la République. Le président de la République, il dit que j'avais appris, c'était pendant la période du ministre du VPM, Gilbert Kankonde, qu'ils étaient ici, mais le président n'a pas voulu les recevoir puisqu'il n'avait pas de compte à rendre. Monsieur Blanchard, parlant même du dialogue, le chef de l'État est en train de se préparer. Il a annoncé qu'il pourrait s'adresser à la nation par rapport au format du dialogue à venir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, convoquer un dialogue relève d'un choix politique du chef de l'État ou d'une pression? Bon, le président le fait-il délibérément par pression ou par choix libre? Normalement, le président ne cède pas au chantage, même ni à la pression. C'est seulement qu'il est démocrate et en tant que démocrate, il veut donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Il veut juste faire voir aux opposants l'essence du dialogue. Parce que le dialogue, depuis que nous avons connu le Congo, le dialogue n'aboutit qu'au partage des postes. Alors pour le moment, pour le moment, si on dialogue avec l'opposition, c'est-à-dire le PERA sera unifié. Donc, vous nous donnez raison, nous qui disons que l'opposition est sous-traitée par le Rwanda. Puisque lorsque l'opposition sera reçue par le président, où il y aura un dialogue ici, à Kinshasa, c'est alors que Kagame va retirer ses troupes. Et vous pensez que si les Congolais tous sont unis, Kagame aura une porte par où entrer? Nous avions été tous unis pendant tous ces temps ici. Nous avions été tous unis. Non. Ce n'est pas le président Tshisekedi qui a créé l'opposition. Nous étions à l'opposition, mais nous n'avons jamais soutenu le rebelle, ni la rébellion. Nous condamnions lorsqu'il faisait des Alors, un petit commentaire, puisque nous tendons vers la fin, un petit commentaire sur la proclamation prochaine d'une autre activité de l'opposition, notamment la marche qu'ils ont projetée le 15 septembre, jour même de la rentrée parlementaire, où à l'ordre du jour, il y a notamment la seconde lecture. Je vais juste demander à nos amis de l'opposition d'être plus sages et d'aimer le Congo avant leur ventre, leurs propres intérêts. Puisque qu'est-ce qu'ils vont gagner lorsqu'ils vont mettre le pays Kinshasa à feu? Lorsqu'ils iront au Parlement le 15, c'est pour avoir quelle solution? Donc, ils veulent qu'on engage. Ils veulent qu'on engage la guerre sur plusieurs fronts. On est de l'autre côté, on menace de prendre Kalemi. De l'autre côté, c'est les opposants qui sont à Kinshasa qui veulent, je ne sais pas, brûler le Parlement. C'est pas sage, c'est pas correct. Ils doivent aimer le Congo plus que leurs partis politiques et plus que leurs intérêts. Aimer le Congo, c'est s'unir et bouter hors d'état de nuire le Rwanda. Et puis, on reste en tant que Congolais pour parler de notre pays et plutôt laisser le temps à l'ennemi.
ça ne sera pas... Merci beaucoup, M. Blanchard Kaomba. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et aujourd'hui, nous avons parlé avec vous sur l'enjeu politique de la loi référendaire qui a été renvoyée au Parlement pour une seconde lecture. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. C'est à moi de vous remercier. Chers téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.